Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mai, il fait une canicule étouffante en France et le Chaudron n'a jamais aussi bien porté son nom et ça tombe bien puisqu'on parlera justement du Chaudron et du match qui opposait Saint-Etienne à l'OGC Nice pour le barrage aller, savoir qui va rester en Ligue 1, qui va rester en Ligue 2 et finalement une conclusion bien plus intéressante que ce qu'on a vu en termes de football, mais ça j'y reviendrai. On parlera également du Paris FC, des interrogations autour de l'entraîneur et c'est une situation très atypique dans le monde du football. Pas d'avoir des interrogations autour de ton entraîneur bien évidemment, mais pourquoi le Paris FC en a. On parlera également de la situation médicale de Lionel Messi, un sujet sur lequel j'ai traîné un petit peu à m'exprimer, parce que je voulais pas avoir de discours alarmiste et un petit peu creux. Là on a des éléments concrets à se mettre sous la dent. On parlera de la Ligue 1, de la Ligue 2, de l'affluence, des bons et des mauvais élèves, un sujet que je trouve toujours extrêmement intéressant et une fois n'est pas coutume, on peut être content en France. Et enfin on clôturera le journal avec les impacts du grand ménage dans la direction milanaise sur l'effectif. C'était le sujet d'ouverture d'hier et on va prolonger un petit peu le plaisir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Enfin pour le journal du jour. Oh là là, la fatigue, terrible. Je propose qu'on laisse Saint-Etienne et l'OGC Nice en Ligue 2, les deux clubs, parce que finalement, à l'aller de ce barrage, j'ai l'impression qu'aucun n'avait réellement envie d'être dans l'élite du football français. Ça se tenait à Geoffroy Guichard et le véritable homme du match, c'était bien évidemment l'ambiance stéphanoise. Et si j'arrête d'exagérer, rien que pour ça, je suis désolé pour les Niçois, mais j'ai envie de voir Saint-Etienne en Ligue 1, parce que franchement, on a des soirées de football absolument exceptionnelles, même quand sur le terrain, c'est décevant. Voici les compos qui étaient alignés pour ce triste 0-0, Nice privé de Wai qui était suspendu, ça s'est senti chaud devant, était tout froid. En face, ça alignait Stassin en pointe et là j'aimerais bien le retour des Stéphanois. Je vais être honnête, j'ai assez peu vu la SSE cette saison en Ligue 2. Moi je gardais en tête que Stassin c'était un joueur extrêmement talentueux, qui était très courtisé, il était même autour de demandes vers 40 millions d'euros, du moins c'est ce que la SSE demandait pour le lâcher. Évidemment ça n'a pas été posé au cours de ce match, je l'ai trouvé très décevant, il a l'air d'avoir des bonnes statistiques en Ligue 2, qu'est-ce que ça a donné cette saison? Parce que le match était raté, mais par contre dans le désert footballistique de cette rencontre, j'ai plutôt bien aimé le milieu stéphanois. Ils ont été tous les Stéphanois ont été bons et surtout Gadek Beku qui est un joueur que je connais pas du tout, qui est un jeune et sur lequel je vais devoir me pencher en termes de scouting parce que j'en ai entendu parler de nom, mais pour vous dire, je sais même pas comment on prononce son nom de famille. J'ai vu quelques petits extraits de ces matchs, mais là je me dis vraiment avec la prestation qu'il est en train de réaliser lors de ce barrage que c'est un joueur qui mérite toute notre attention et c'est un des points de satisfaction pour les Stéphanois. Il y en a pas beaucoup des points de satisfaction dans ce match. Ça a été extrêmement neutre. En fait, tu as deux équipes qui semblaient en round d'observation, qui n'avaient pas envie de trop se mouiller. Les statistiques de la rencontre, c'est une dizaine de tirs à peine, aucun tir cadré, deux équipes sur la retenue. Alors on se dit que du côté de Nice, on attendait peut-être le retour de Wai pour le deuxième match, mais du côté de Saint-Etienne, je sais pas trop ce qu'il faut attendre. On sentait quand même deux équipes qui étaient paralysées par l'enjeu, mais aussi fatiguées de saisons particulièrement longues. J'espère qu'on aura un meilleur match retour, parce que concrètement, les Stéphanois comme les Niçois, je suis sûr qu'ils peuvent nous montrer mieux. Genesio est le plan B du Paris FC, mais le plan A, ça reste bien évidemment Antoine Kombouaré. Alors pourquoi aujourd'hui la direction du PFC s'interroge sur Kombouaré? C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le garder, parce que s'il y a une certitude dans la Ligue 1 cette année, c'est Kombouaré, ça a été un excellent choix pour le PFC, il a complètement relancé le club, et donc tu peux imaginer que les choses vont être simples, mais c'est bien mal connaître le football où on a des rebondissements, même quand tout semble aller dans le même sens. En fait, Antoine Kombouaré, il avait accepté le poste au Paris FC, mais il a la soixantaine passée, il a une situation médicale avec son genou qui est assez compliquée, opération, rééducation, pas forcément simplifiée par le fait d'être sur le banc d'un club de Ligue 1, ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est donc pour ça qu'il y a des petites interrogations autour du fait qu'il continue au Paris FC. L'optimisme est de mise, je pense pas trop me tromper en disant ça, c'est pas du tout la qualité du projet qui est à remettre en cause ni l'implication d'Antoine Kombouaré, mais on peut comprendre qu'il y a cette petite interrogation sur sa santé. Moi
j'espère de tout cœur qu'il va rester parce que c'est un mec qui finalement s'est plutôt bien imposé durant cette grosso modo demi-saison qu'il a fait à Paris. Et pour Bruno Genesio, je trouve ça un petit peu dur d'être considéré comme le plan B du Paris FC. Alors c'est pas de l'irrespect de la part du Paris FC, c'est le plan B parce que évidemment le plan A c'est logiquement de continuer avec un entraîneur qui t'a donné satisfaction, mais Genesio il part du LOSC, il est également courtisé par l'Olympique de Marseille, c'est un entraîneur qui a une très belle cote, une belle expérience en Ligue 1, arrivé comme le bouche-trou du Paris FC, ça ferait quand même un petit peu pitié, il vaut mieux que ça, et de toute façon, je le souhaite même pas au Paris FC, même si Genesio vaut mieux que cette situation. Donc j'espère de tout cœur que Antoine Kombouaré va réussir à continuer au Paris FC, qu'il va réussir à retrouver la forme également, parce qu'on le dit, c'est un cliché, mais c'est vrai, la santé, ça passe avant tout. Je croise les doigts pour les supporters du PFC, un Kombouaré en pleine forme la saison prochaine sur le banc, ce serait la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Messi s'est blessé alors que la Coupe du Monde est en train d'arriver, je voulais pas vous balancer la news en même temps que les premiers médias qui nous ont sorti des informations absolument alarmistes sur le sujet parce que on va pas polémiquer, on va pas crier péril en la demeure alors que finalement, avec seulement quelques heures de recul, on se rend compte aujourd'hui que le sélectionneur argentin a dit que c'était pas aussi grave que ce qu'il pouvait craindre. Alors, il a dit exactement les nouvelles ne sont pas aussi mauvaises. Et ne sont pas aussi mauvaises, ça veut pas dire que les nouvelles sont bonnes, ça veut dire qu'elles sont mauvaises mais que ça aurait pu être pire. Concrètement, la participation de Lionel Messi à la Coupe du Monde 2026 n'est absolument pas compromise. La communication officielle de l'Inter Miami, c'est que c'est un surmenage et une fatigue musculaire. Donc dans ce genre de cas, même du haut des 38 ans de Lionel Messi, ce qui fait qu'il n'a pas une récupération de genoux, on peut se dire que l'Argentine va pouvoir compter sur son GOAT. Hier, je vous avais fait des sujets sur Cristiano Ronaldo qui, à 40 ans passés, va défendre les couleurs du Portugal. On a un petit peu la même problématique pour Lionel Messi avec un joueur qui va connaître sa dernière Coupe du Monde, qui est plus dans la forme de sa vie, mais qui peut encore offrir énormément. J'espère qu'on aura une magnifique dernière danse parce que finalement, il faut pas oublier un truc, c'est que durant cette Coupe du Monde, l'Argentine va défendre son titre de champion du monde justement. A défaut de ramener du monde devant Ligue 1+, la Ligue 1 ramène du monde dans les stades et c'est une excellente nouvelle. On a la LFP qui a communiqué sur les chiffres, ils sont juste incroyables. On a un taux de remplissage à 87,4% et 27 588 spectateurs en moyenne. Et oui, le deuxième paragraphe est en doublon, c'est pas une erreur de ma part, c'est littéralement comme ça sur le site de la LFP. Comme quoi il aurait peut-être fallu relire un petit peu tout ça avant de le publier. Au niveau des bons élèves et des mauvais élèves de notre Ligue 1, je vous montre le classement. L'Olympique de Marseille est sur une autre planète, un taux de remplissage à 94%, un très grand stade, donc 62 612 spectateurs de moyenne, largement premier. On notera également le PSG qui est limité avec la taille de son stade, il est rempli à 99%, donc dans les faits il est plein, mais ils sont plafonnés sous les 50 000. C'est un peu la même problématique pour les Lensois. Dans les très bons élèves, on note Strasbourg, Rennes et Brest avec un taux de remplissage de zinzin, et comme d'habitude, en bas du classement, on a le vilain petit canard, l'AS Monaco, qui a toujours du mal à remplir Louis II, et c'est assez marrant de voir qu'on a un décalage entre la popularité à l'extérieur de Monaco et le fait que dans leur stade, ils peinent un peu à faire venir du monde. C'est à Monaco, vous connaissez les contraintes. Du côté de la Ligue 2, parce qu'on a également les chiffres, chapeau aux Stéphanois qui sont toujours au rendez-vous, un peuple de football. Ils ont une affluence de 31 446 spectateurs. Il n'y a aucune comparaison à faire avec les autres clubs de Ligue 2, et d'ailleurs il serait, avec cette influence, 6e affluence de Ligue 1. C'est un peu comme Lens, c'est un club dans lequel c'est une ville dans laquelle le club est tellement important, dans lequel il y a une telle ferveur autour du football que Lens ou Saint-Etienne, tu peux les mettre en Ligue 1, tu peux les mettre en Ligue 2, tu peux les mettre dans la future Ligue 3, ils arriveront quand même à faire venir du monde. Donc juste pour ça, j'ai envie de dire félicitations aux Stéphanois, vous pouvez être extrêmement fiers de ça. Le grand ménage dans la direction de l'AC Milan entraîne bien évidemment des spéculations sur l'effectif, et c'est Guido Olivares du côté de la Gazzetta qui met les pieds dans le plat. Rabiot comme Modric pourrait partir, mais pour des raisons très différentes. Adrien Rabiot, si vous avez suivi un petit peu les raisons de son arrivée du côté du Milan, ça vous étonne pas. Il s'entendait extrêmement bien à la Juve avec Allegri, il s'entendait extrêmement bien au Milan avec Allegri. Il est venu pour Allegri, Allegri est parti, donc il y a des interrogations. Ça reste un joueur qui fait une excellente saison,
saison, qui est fraîchement débarqué du côté du Milan. Je pense quand même qu'il y a matière à rester et ce serait extrêmement décevant si on se dirigeait vers quelque chose de l'inverse. Du côté de Luka Modric, on annonce une déception suite au dernier match, la non-qualification en Champions League, mais là aussi, faut pas être trop alarmiste. Moi, je considère que Modric, c'est un joueur qui a été beaucoup utilisé, plus que ce qu'on pouvait anticiper en début de saison, et il n'y a pas de championnat qui offre un rythme qui permet à Modric de jouer tous les matchs comme en Serie A. C'est un joueur qui a été parmi les meilleurs cette saison, malgré son grand âge, malgré le fait qu'il approche des 41 balais. J'aimerais bien le voir continuer du côté du Milan, et surtout, à Milan, on va avoir tellement de bousculement dans la direction, on va avoir également des grands mouvements en termes d'effectifs. On annonce par exemple un hypothétique départ de Leao. Je pense pas que ces deux milieux de terrain soient le problème. Affaire à suivre. Terminé pour le journal du jour, j'ai pas fixé le sujet de l'après-midi, j'hésite entre plusieurs et je vais vous dire pourquoi c'est important, parce qu'aujourd'hui on est mercredi et jeudi et vendredi je vais dédier les deux vidéos à la finale de Champions League qui est évidemment le grand événement footballistique. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que dans le journal L'équipe par exemple, depuis le début de la semaine en foot, il y a quasiment toutes les pages qui sont dédiées à ce sujet. C'est évidemment un truc incontournable parce que Arsenal a une grande popularité en France, parce que Arsenal affronte le PSG, qui est un club français. Je pense que j'ai pas besoin de dire qu'ils ont une grande popularité en France, vous le savez. Donc forcément c'est un événement de fou, encore plus qu'une finale de Ligue des Champions classique. Donc cet après-midi, on parlera pas encore de ça, il y aura un autre sujet, mais j'hésite entre plusieurs et je sais que les autres ils vont être poussés pas mal. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.